Haïti est un petit pays de moyenne montagne, accroché à un bout d'île dans les Grandes Antilles, 19 degrés nord, 72 degrés ouest, climat tropical sous les alizés. Jadis nommé perle des Antilles, potager de la Caraïbe, Haïti n'a pas connu la prospérité depuis longtemps et l'article 11 des droits humains des Nations Unies n'est, pour le peuple haïtien au bord de la rupture sociale depuis tant d'années, qu'une phrase creuse niant sa réalité quotidienne. Dans ses 28 000 km², le pays abrite, si l'on ose dire, probablement plus de 12 millions d'habitants. La population augmente de façon exponentielle, mais l'île, elle, ne grandit pas. En un sens, elle rétrécit, du fait de la déforestation, de la désertification qui assèche les sols et détruit leur fertilité. La forêt, élément vital en climat tropical, a fourni décennie après décennie le charbon de bois pour la cuisson, en plus des autres usages, sans avoir jamais pu se reconstituer. Elle a cédé la place à un paysage nu. Les Haïtiens sont nus dans un paysage nu. L'insuffisance alimentaire atteint les plus démunis et guette les autres. Mais certains tirent les marrons du feu. Voici la rivière qui, dans le nord, fait la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Frontière poreuse, du nord au sud, où, avec la bénédiction des autorités des deux pays, les commerçants dominicains vendent à des intermédiaires haïtiens les denrées de toutes sortes qui manquent de plus en plus en Haïti et qui alimentent les marchés locaux de l'intérieur. L'ouverture anarchique de la frontière aux produits fabriqués ailleurs à moindre frais provoque dans le monde des paysans un séisme qui ne leur permet plus, face à la concurrence, de remplir leur rôle de producteurs de denrées alimentaires. Le désastre économique s'ajoute donc au désastre écologique et rend Haïti incapable de nourrir son propre peuple. Combien de temps peut tenir cette économie de perfusion qui ruine l'économie locale et tue à petit feu la paysannerie haïtienne qui représentait, il y a peu encore, plus de 80% de la population? Des gens se lèvent, ici et là, qui se regroupent pour conjurer le sort. Des associations et des ONG locales, souvent adossées à des organisations du Nord qui leur emboîtent le pas, s'organisent pour développer les armes écologiques, économiques, techniques et sociales, dont le but est de permettre aux paysans de gagner leur vie en nourrissant leurs compatriotes. Leur volonté de changement est ancrée dans la mise en chantier d'une agriculture différente, durablement respectueuse de la nature, l'agroécologie. Ce sont ces pionniers du nouveau monde paysan que nous rencontrerons. Les difficultés qu'ils ont à surmonter se superposent. De la déforestation à la mutualisation des ressources, en passant par une nouvelle maîtrise de l'agriculture et la création de nouveaux moyens de production. Ils sont le ferment de la nouvelle agriculture, passage obligé du renouveau haïtien. Les paysans produisent à perte sur une terre à bout. Voilà la donne. À terme, une stratégie de reconquête du marché national s'impose. Comment ? Par la création de filières de transformation de produits de base, et cela au village même. Cela donnera aux produits de l'agriculture une plus-value et permettra de reconquérir des parts de marché solvables. Cette plus-value réalisée par les paysans eux-mêmes leur permettra de vivre décemment de leur travail et les encouragera à produire davantage. Mais un enjeu est de taille, celui du passage d'une agriculture de prédation, jusque-là pratiquée communément, à une agriculture durable, respectueuse de la nature tropicale. En milieu tropical, la végétation naturelle inclut et fait vivre en harmonie arbres, arbustes et plantes au sol, dans un équilibre qui ne doit rien aux hommes. Dans les Antilles précoloniales, les Amérindiens s'en accommodaient. Pour eux, l'homme n'était qu'un des éléments d'une nature qu'ils se devaient de respecter. Cet équilibre fut rompu ensuite par la prédation coloniale, au temps de l'esclavage, et poursuivi jusqu'à aujourd'hui. C'est l'harmonie entre l'homme moderne et la nature qu'il faut maintenant atteindre
autant que faire se peut, par l'agroécologie, en Haïti comme ailleurs. C'est d'un changement de paradigme, d'un concept fédérateur d'action concertée qu'il s'agit. Cette philosophie d'un rapport nouveau à la nature, qui a vu le jour avec les penseurs de l'écologie, se propage aussi en Haïti, où l'urgence de la reconstruction des sols ne souffre pas de retardement, car ce fléau, amplifié par le désastre de l'ouverture des frontières, a abouti à un exode massif des paysans vers les bidonvilles des banlieues. Parmi les ONG et associations locales qui font face, suivons GADRU, groupe d'appui au développement rural, et PADED, plateforme d'agroécologie et de développement durable. Elles sont présentes dans tous les départements du pays et agissent dans les domaines de la vocation des sols, de leur protection et de la gestion du bétail, mais aussi par la création de centres de rencontres et de formation des paysans aux problèmes fonciers, à une économie de transformation en réseau, à la mutualisation des ressources. Cette nouvelle culture agricole et paysanne s'appuie sur un trépied dont les bases sont l'agroforesterie, l'agriculture durable, respectueuse des sols et le pastoralisme. La forêt des Antilles présente une des plus grandes biodiversités planétaires. Voilà ce qu'il en reste en Haïti. Dégradée par l'activité humaine plus apparentée à une extraction minière qu'à un usage pondéré et responsable. Érosion massive, perturbations graves du cycle de l'eau, aridification du climat sont les résultats de cette véritable mise à blanc de la forêt, notamment par la fabrication du charbon de bois, principal responsable du désastre naturel. Pour ce qui est de sa reconstitution, défi majeur et immense, des plantations isolées et peu efficaces ont ici et là tenté de lutter contre l'érosion de façon, disons, symbolique. Nous voyons ici une parcelle spectaculairement regagnée sur ce qu'il faut bien appeler un désert. L'effort est remarquable, encore qu'il s'agisse de monocultures qui ne reconstituent pas la diversité végétale nécessaire à l'équilibre général de la forêt. Le problème de la forêt haïtienne est majeur pour le pays, le seul de la Caraïbe à en être arrivé à ce point de déforestation. L'agroécologie, en cela qu'elle intègre la forêt dans ses fondements, est liée à sa survie et prend une part importante de sa reconstitution. Voyons ensemble quelques réalisations d'agroécologie pionnières en cours, dans lesquelles les arbres, replantés et protégés, jouent un rôle décisif. Sénextor Ogister, ingénieur agronome, est directeur du centre d'accueil et de formation à l'agroécologie de Caris, dans le nord-est. Il est lui-même un paysan actif. Il nous fait le récit de sa démarche. Maintenant, nous la caille nous, c'est dans l'espace terrain nous, famille nous, côté papa avec maman à vivre. Mais pour le moment, papa mourit, c'est maman qui vit dans l'espace là. Mais avant l'espace ça, parents ont fait travail traditionnel, planter n'importe qui genre, cultiver n'importe qui genre. Mais nous-mêmes, arrivés dans l'année 1998, avec les programmes agroécologiques, nous venons joindre li pas normal pour nous faire travail traditionnel encore. Mais nous voulons faire travail plus technique pour que nous puissions rentrer dans le standard de l'agriculture durable. Et c'est comme ça que nous avons commencé par mettre des structures vivantes. Des structures vivantes que nous avons fait un choix. Nous avons commencé à mettre avec zèbre, nous mettions avec ananas, mais nous avons choisi de mettre plus ananas. Pour qui ça? Parce que dans l'ananas, nous sommes capables de manger pour nous manger pour nous bailler bête tout. Mais en pile fois, zébio, nous plus mettons manger pour bête mais nous pas joindre. Parce que dans le cas pas nous ici, nous pas souvent vendre zébio, c'est bête seulement qui mange. Nous avons choisi de mettre. Mais c'est comme ça. Dans la question de l'agroécologie, nous avons non seulement mettre manger pour nous manger, mais nous voulons rentrer dans sanitaire de protection et environnement. Et pour nous protéger l'environnement, qui c'est côté de vivre là,
et ça demandé pour nous planter en pile puis bois. Que dans la culture traditionnelle là, côté moun yo même yo pas vraiment rentré dans planter puis bois, au lieu que yo planter, yo te plus coupé plutôt. Mais nous-mêmes avec question de agroécologie, hein, nous dit si pour nous couper, au lieu de couper, on nous récolter plutôt. Mais pour récolter, il faut qu'on planter. Et bien c'est comme ça que nous avons remarqué dans l'espace ça, nous avons un pile jeunes pieds bois qui ont grandi. Ces jeunes pieds bois que nous plantons avec main nous, non seulement il a mis un équilibre dans l'environnement. Si nous regardons les pieds bois, nous avons vraiment que sont belles. Et dans les pieds bois tout, il y a des feuilles qui ont tombé et c'est eux même qui peuvent protéger la terre. Pour protéger le sol là, ça permet de faire tout ça en série de cultures. Si nous avons remarqué là, c'est pas ça dans la culture traditionnelle là, que nous avons brûlé. Mais nous-mêmes, avec l'amour que nous avons pour l'agroécologie, eh bien nous pas brûler. Et pour nous-mêmes, nous considérons comme c'est une richesse. Et avec ça, au lieu de nous acheter un engrais chimique qui est capable de un problème pour détruire la vie, détruire la santé, nous, mais avec ça, nous sommes capables de faire ça dans les compost là, nous sommes capables de mélanger avec des déchets bêtes, hein, nous préparer le compost, nous sommes capables de planter plantes sans aucun problème. Comme on le voit, tout, en agroécologie, converge vers l'équilibre dans l'interdépendance des éléments naturels appelés à permettre la production des denrées consommables. Ainsi, pour la culture du caféier, idéalement planté dans un sol riche en sels minéraux, à l'ombre d'arbres élevés. L'espace ça, c'est l'espace qui est bien aménagé. Quand nous sommes capables de remarquer, nous sommes capables de voir différents arbres qui ont hauteurs différentes. Mais nous avons remarqué en bas de bois, nous avons un café ça. Qui, tout café, nous jouons en bas l'ombrage. Parce que le café, nous connaissons une plante qui remet l'ombre. Que normalement, on peut regarder là où le café qui a plusieurs niveaux. Il y a ça qui a fleuri, il y a ça qui a fleuri. Il y a ça tout petit qui fait plante et tout, qui peut fleurir. Mais nous voulons vraiment combler l'espace avec café. Et café ça, c'est un café de qualité, c'est un café, disons, c'est un café organique. Et c'est des matières végétales que nous nourrissons café ça. Ce n'est pas café que nous mettons en gros là-dedans, c'est une façon naturelle. Hein? Café ça. Et tout espace ça, il est capable de lire café là-dedans. Mais dans l'espace ça, nous voulons exploiter plus toujours que nous ne pas quitter seulement le café. Hein? Parce que le café c'est une culture de rente. Nous avons l'autre culture que nous commençons à introduire dans l'espace ça, c'est la culture que nous appelons la culture gingembre. Et de côté là, je commence déjà à montrer nous quand je commence avec la culture gingembre. Et là, c'est gingembre. Gingembre, qui est une plante pérenne, qui a vraiment une valeur commerciale, que nous commençons à introduire pour nous mettre un bac à faire. Et c'est ça que parle dans l'agriculture. Nous avons pas seulement l'agriculture durable, mais c'est durable et rentable. Roucou et cannelle sont aussi de la partie et contribuent à la diversité et à la rentabilité du jardin. Bon, plante ça, que nous observons là, les roucou, graines, nous utilisons comme colorant pour nous mettre dans manger. Au lieu que nous ne mettions pas de tomates, eh bien, ils utilisent roucou à des préférences. Et lui-même, c'est une plante médicinale qu'il y a. Que il dit lui-même, si vous avez un problème d'estomac, un problème d'intestin, eh bien, il est capable d'aider avec ça. Cannelle là, qui c'est une plante médicinale, qui normalement nous utilisons pour nous capables de faire thé, avec feuilles là, avec écorce là tout. Mais en même temps, il y a une abeille tout qui a. Et là, même si nous avons écouté, nous avons entendu son abeille qui a dans la cannelle là. Ici, c'est une plante légumineuse. Qui plante ça, nous utilisons pour nous capables de graisser la terre. Au lieu de nous acheter un engrais chimique qui coûte l'argent et qui nuit la santé, eh bien, nous utilisons ça pour faire un engrais vert. Et lui-même, il n'a pas coûté l'argent. Là, nous gagnons pour longtemps. Nous avons reproduit ces masses-là qui à chaque fois que nous toujours gagnons. Et c'est une plante qui est riche en pile en azote, qui plante nous remet en pile. Parfois, nous qu'on fait un engrais vert nous planter, fait la tomber sous terre, nous décomposer. Mais des moments tout, nous comprenons, nous enterrer dans la terre.
et ça a bon résultat dans la question agriculture organique. Toujours dans le nord-est, un paysan adepte des nouvelles méthodes cultive son jardin sur un terrain pentu. Ici, les ananas, plantés en rang épousant les courbes de niveau, retiennent les pluies, la terre et constituent, à la longue, des terrasses où poussent des plantes vivrières diverses qui nourrissent les hommes et les abeilles. Depuis m'entrée là, je ne pas jamais manger pour manger, ni pour petit moun, ni pour bête, ni pour nous faire l'argent, ni pour nous aller à l'école. Mais c'est le bail, nous t'arrêtons, mais si tu as plus, nous te trouver plus accompagnement pour nous te faire plus toujours. Et ça t'a fait nous bien un peu. Son voisin, propriétaire de bétail, a planté pour nourrir ses bêtes de l'herbe à éléphants, culture inconnue en Haïti jusqu'il y a peu. À Caris toujours, et à proximité du centre de formation, la pépinière du frère Régis fournit aux paysans des jeunes pousses de toutes sortes. Ici, des jeunes caféiers. Rendons-nous dans le département du Nord-Ouest, région la plus enclavée et la plus pauvre du pays. Capitale du département, Port de Paix. Nous sommes à Mahotière, village à l'habitat dispersé dans les collines, les mornes, comme disent les Haïtiens. Lorius Libériste est un enfant du pays qui porte bien son nom. Autodidacte et animateur du monde rural, il est à l'origine de jardins agroécologiques dans les vallons alentours où des plantations diverses sont cultivées sous des arbres élancés et élagués et à l'abri de haies anti-érosives, quelquefois trop espacées. Mais l'ensemble converge dans le sens du jardin durable. Et ce n'est pas simple. Nous sommes en saison sèche et le nord-ouest connaît une sécheresse chronique. Lorius, qui applique à son propre jardin les principes de respect et de protection des sols et du reboisement, a installé, entre autres, un outil de mesure hydrométrique qui sert aux paysans pour la prévision des semis. Ici, c'est pluviomètre que nous gagnons dans le programme. Il permet de nous contrôler la quantité de la pluie qui tombe dans la zone côté nous pendant un mois. Et nous sommes capables d'expliquer que de 2006 à aujourd'hui, nous avons toutes données ça disponibles. Bien que pauvre en la pluie, mais en mois de janvier, ça nous contrôlons déjà, nous avons 90 mm la pluie. Ça donne une idée, les changements d'une année à l'autre, nous sommes capables de dire oui, nous tapons la pluie tel mois, nous gagnons tel autre mois. Mais il est aussi connu pour avoir initié et pour animer une active association de paysans. Caisse d'épargne et de solidarité, cette association est l'outil complémentaire, organiquement lié au concept de développement durable, puisque les sommes récoltées par les cotisations sont investies dans l'achat de semences, d'outils agricoles ou d'animaux reproducteurs. Tout naturellement, cette structure mutuelle est mobilisée en cas de besoin de soins de santé des villageois. Au sein de l'association, fonctionnant démocratiquement, l'Assemblée est souveraine. Ici, c'est mutuelle là que nous relais d'après nous, c'est MUSOFA, Mutuelle Solidarité Famille Agroécologique. Alors nous avons remarqué qu'il y a environ autour de 71 personnes qui réunissent là, mais il y a des centaines qui ont remis intégré même groupe ça, non seulement pour épargner et joindre un crédit pour être capable d'organiser. Malheureusement, il n'y a pas de membre de la famille. Alors si il y a des gens qui veulent entrer dans la famille, il faut que tu acceptes toutes les conditions agroécologiques. C'est encore d'agroécologie qu'il s'agit dans le département du Sud, dans la plaine des Cailles, sous le massif du Macaya qui irrigue la région. À la Borde, dans des locaux mis à la disposition de Gadru, se tient un séminaire réunissant des leaders paysans sur le thème du droit foncier. Guidés par des juristes, ils étudient cette question qu'il s'agit de clarifier. Dans le monde rural haïtien, les travailleurs de la terre sont confrontés à un manque flagrant de législation claire du fait de l'absence d'un cadastre complet. Cela génère une imprécision de propriété qui souvent décourage ceux qui sont,
ou croient être propriétaires de la terre qu'ils travaillent, qui lui apportent une plus-value par leur labeur, alors qu'ils n'ont pas de garantie à long terme que ce travail leur soit profitable. Sans l'élaboration d'un cadastre précis, sans une législation plus précise du fermage, protectrice du travail de plantation et de reboisement dans une conception durable, les paysans seront freinés dans leur engagement. À la Borde est ancrée l'ACAP, Association des cadres paysans qui travaillent en réseau avec Gadru. Les bâtiments qui abritent l'ACAP et son centre d'accueil ont été construits selon des critères d'architecture durable, en maçonnerie chaînée au moyen de matériaux locaux. Sous la houlette de l'ACAP, de nombreux jardins agroécologiques ont vu le jour dans la plaine et les premiers contreforts de la montagne. Ici, en cours de réalisation, avec les moyens du bord et un outil fabriqué par les paysans selon un modèle emprunté aux paysans du Guatemala, le traçage d'une courbe de niveau. Comme nous l'avons vu dans les mornes du Nord-Est, elle accueillera une haie anti-érosive d'ananas et des plantations de cultures vivrières, haricots, pois Congo ou bananiers. Les choses avancent avec les moyens qui sont ceux de gens pauvres, mais de plus en plus conscients des solutions nécessaires et possibles qu'ils doivent apporter à leurs problèmes. La prise de conscience de certains paysans, leur gestion coordonnée des jardins, servira sans doute d'exemple à leurs voisins. Un jeune agronome, propriétaire de ce beau jardin, nous donne son point de vue sur la mutualisation des solutions apportées par l'agroécologie. Agroécologie, programme ça que nous venons gagner et dans la section, dans la zone, ça apprend nous comment pour nous et protéger terre, comment pour nous protéger vie nous, et à l'aide des programmes agroécologie ça, et que chaque monde qui fait partie famille agroécologie ça, wap joine yo gen poubelle la caillou, wap joine la caillou tout en rete propre, wap joine environnement li vraiment fiable, wap joine jardin que nous fait avec agroécologie, jardin ça yo vraiment en sécurité, vous comprenez? Alors bête nous gagner, yo pas vraiment libre, yo explique nous comment pour nous protéger bête yo, comment pour nous protéger pied bois yo, comment pour nous protéger sous l'eau yo. C'est ça que fait nous-mêmes dans la zone Banat, nous déjà battu un gros bravo avec étrangers qui toujours pensent avec nous-mêmes en Haïti et que tout le monde ici dans la zone là, yo pas comprendre le programme agroécologie mais kounya yo commencé ouais qui fruit, qui avantage qui gagne dans jardin agroécologie. Oui, les choses avancent, parfois lentement, et la nécessité de la diffusion la plus large de la bonne parole n'a pas échappé au directeur de la CAP. Donc, nous-mêmes, à CAP, c'est dans ce sens à nous accompagner près de 1000 familles dans 3 communes dans le département, côté que nous avons sensibilisé sur l'environnement, nous avons encouragé pour prendre l'agriculture comme un métier, tant que tout métier, et nous accompagnons tout 10 l'école, côté nous en contact avec plus que 500 jeunes que nous-mêmes tout nous avons sensibilisé sur l'environnement, enseigné l'agriculture. Donc l'agriculture, ça, j'en nous parlais, hein? Donc il doit être très clair dans la tête de tout le monde. Ce n'est pas une agriculture côté nous chercher profit seulement, sans que nous oublions les ressources naturelles qui ont détruit dans nous. C'est une agriculture qui doit prendre en compte d'abord, hein, il doit passer par respect environnement, respect la nature. Parce que si nous arrivons à détruire tout ça dans la nature, mais nous ne sommes pas capables de jouer rien pour que nous soyons capables de produire manger. Dans l'agroécologie, la gestion du bétail se transforme elle aussi jour après jour. Dans les jardins, les plantes sont protégées, les chèvres sont au piquet, les haies anti-érosives se garnissent de plantes fourragères.
les éleveurs plantent du fourrage pour les bovins qui sont mieux nourris et, quand cela est possible, gardés en stabulation. Gadru, de façon encore expérimentale, a mis au point dans le plateau central une banque de reproducteurs. Une autre façon d'amener les paysans à plus de coopération dans la gestion du bétail. C'est le début d'une véritable révolution dans la conception de l'activité paysanne que nous avons observée. C'est la moitié du chemin nécessaire et indispensable vers une authentique libération des paysans. Voyons maintenant comment peut être développée par et pour les paysans la filière de transformation des produits agricoles de base en denrées à valeur ajoutée dans un esprit de reconquête du marché. Deuxième partie du chemin, tout aussi nécessaire. C'est pourquoi nous nous intéresserons au manioc, produit local cultivé partout dans le pays. Pour constituer la base en calories de l'alimentation des Haïtiens, le blé doit être importé puisqu'il n'est pas cultivable sous ce climat. Le riz, produit industriellement et moins cher ailleurs, notamment aux États-Unis, concurrence déloyalement le riz local pourtant excellent. Le manioc, par contre, autre source de calories et produit local, peut être un des fondements d'une économie de reconquête de souveraineté alimentaire, tout en retenant les paysans au village. Le manioc, associé à d'autres aliments, nourrit les peuples tropicaux. Cette plante généreuse est originaire d'Amérique latine. Avec de gros rendements, elle est la championne de la productivité à l'hectare. Mais le manioc n'est consommable que s'il est débarrassé du poison qu'il contient, l'acide cyanhydrique. Ce poison est présent dans la plante pour lui permettre d'éloigner les insectes, les vers ou les rongeurs. La protection des racines permet à la plante un cycle de 18 mois et son très haut rendement à l'hectare. Le manioc, dont on consommera surtout les racines, peut ainsi rester longtemps sous terre, dans un garde-manger en quelque sorte. Le manioc est la source potentielle la plus importante de calories produites sur place. Les peuples d'Amérique latine, d'où cette plante est originaire, ont développé des techniques de traitement de la racine pour la rendre consommable par l'homme. Transmises aux esclaves des plantations coloniales, ces techniques aujourd'hui améliorées, modernisées, sont utilisées dans toutes les Antilles selon des formes diverses. En Haïti, le manioc, consommé abondamment, est, après traitement, entièrement détoxifié. Nous allons voir ensemble de quelle manière et quel est l'usage qui est fait de ce produit. Comment le paysan haïtien se débarrasse-t-il de l'acide ? Cela se fait en quelques heures et en 5 opérations principales. Primo, l'acide se trouve en grande partie dans la pelure de la racine. Pour s'en débarrasser, il faut donc éplucher soigneusement le tubercule. L'épluchage est suivi d'un lavage, rinçage. Ces opérations se font en famille ou, comme ici, dans des ateliers communautaires regroupant les forces de travail des paysans et de leurs familles. Pour pouvoir extraire une deuxième partie du jus toxique, la racine sera râpée pour être pressée ensuite. La méthode de râpage ancestrale, encore parfois utilisée, était manuelle. Aujourd'hui, la technique a évolué, c'est une râpe mécanique qui transforme la racine en pâte. Dans un moulin mécanisé, le manioc est râpé beaucoup plus rapidement. Cela exige bien moins d'efforts. Le travail mécanisé ne rebute plus les paysans et les pousse à produire davantage. La pâte ainsi obtenue est mise en sac pour le pressage. C'est par le pressage qu'on expulse le poison contenu dans le cœur de la racine. Dans la tradition, le pressage, exécuté à la maison, se faisait en pressant à la main, une seule poignée de manioc à la fois. L'effort à fournir était long, pénible et peu rentable. Actuellement, les presses manuelles à vis requièrent souvent le travail de 2 hommes,
mais permettent la mise sous pression de plusieurs sacs à la fois et de travailler proprement. La presse est fabriquée de façon à récolter le jus toxique qui va décanter. On pourra alors récupérer l'amidon qui s'est déposé au fond du seau et qui est destiné à un autre usage. À ce stade, la plus grande partie du poison a été extraite du manioc, mais il en reste encore un peu. Compactée par le pressage, la farine est ensuite émiettée dans un deuxième passage au moulin, puis tamisée soigneusement et additionnée de sel iodé. Enfin, voyons maintenant ce que les paysans haïtiens font de la farine obtenue. Pressée, tamisée, salée, la farine est cuite sur une plaque métallique posée sur un feu de bois ou de charbon. Chauffée, la farine humide coagule. Les grains gélifiés se collent les uns aux autres. Cette opération de cuisson provoque la volatilisation des dernières traces de poison. Cela donne des galettes que l'on peut faire de tailles diverses. On les appelle les cassaves. C'est le pain des tropiques. Les cassaves sont généralement rondes. Les petites cassaves sont cuites dans des formes. Les plus grandes restent molles et peuvent être découpées pour la vente. Molles ou croquantes, sucrées ou non, chaudes ou froides, les cassaves sont préparées selon le goût de chacun. La recette qui a le plus de succès est celle de la petite cassave ronde qui se conserve bien, peut être stockée longtemps et, bien emballée, voyager loin. Elle peut être vendue telle qu'elle, au marché, au bord de la route, à l'épicerie, au supermarché. La cassave n'est pas un aliment complet, mais additionnée d'autres éléments nutritifs, elle constitue une base alimentaire importante. Les Haïtiens l'accompagnent d'avocats, de bananes, de confitures, etc., etc. Selon les nutritionnistes, l'aliment qui complète le mieux la cassave, c'est le mamba, c'est-à-dire le beurre d'arachide. La cassave apporte les hydrates de carbone, le mamba les lipides et les protéines nécessaires au fonctionnement du corps et du cerveau. La cassave et le mamba peuvent couvrir une part importante des besoins de base de la nutrition. Sur ces images, des cassaves au mamba sont distribuées aux enfants d'une école par le comité des parents, souvent eux-mêmes producteurs de manioc, avec l'aide d'une ONG locale. Cette nourriture distribuée au milieu de la matinée contribue, par ses apports nutritifs, au bon équilibre des enfants et améliore leurs aptitudes au travail scolaire. Nous nous sommes rendus dans différents ateliers de transformation du pays, rattachés ou non à Gadru ou PADED. Il est clair qu'il y a là une base économique et sociale à développer pour recouvrer l'autonomie alimentaire. C'est à cette tâche que se consacrent aussi les deux ONG sœurs, en apportant assistance aux paysans dispersés dans le pays. Ces actions de soutien ont aussi pour but de fédérer, en quelque sorte, les cassaveries en réseau, dans le but d'unifier et de standardiser une production de qualité dans le respect des règles d'hygiène. Sur ce sujet, nous retrouvons Lorius Libériste dans la cassaverie communautaire de Mahotière. Nous sommes capables d'observer ici, là, nous avons des bossions à sécher cassavio, mais il y a un bagage important que nous cherchons, c'est justement travailler en réseau pour que nous arrivions à mettre nous d'accord sur question couleur, question cassave standard, et comme ça nous essayons de mettre en place des relations d'échange. Mon Bekoshi, Mahotière, Gouswash, Caris, et puis avec tout l'autre atelier qui travaille dans le même sens là. Ça veut dire, là nous échanger, nous remarquer qu'il y a un bagage qui est bon l'autre côté, nous chercher lui par exemple, aller à Caris pour voir qui ça qui mérite d'échanger. Dernièrement, mon Bekoshi était rendu au compte Cassavio un peu trop dur, il vient à Mahotière pour qu'on ait technique que nous utilisons qui fait cassave marocain un peu plus goût, plus souple, etc. Est-ce que c'est question terre, est-ce que c'est question variété manioc, mais c'est plutôt un aspect technique que nous-mêmes nous venons marocain pour justement changer. C'est ça qui permet que
nous venons plus force dans la question de transformation manioc, justement pour combattre la faim, non seulement à Maroutière, à Montbécoché, à Caris et surtout. Et en plus, pour être capable de gagner un peu de l'argent, et ça veut dire les cassaves là bon, ils cherchent dans tout marché, au Gonaïve, à Port-de-Paix, à Port-au-Prince, ils auraient nous souvent pour demander cassave maroutière, et c'est comme ça nous faisons Montbé vini tout, puis on est capable de demander cassave Montbé. C'est pas seulement maroutière qui entre en scène, mais surtout à Montbécoché, à Maroutière, à Caris, à Grosse-Roche, à Vallière, nous arrivons à standardiser tout atelier qui travaille dans la question de transformation manioc. L'Orius que nous voyons ici livrer les cassaves à Port-de-Paix, la ville du Nord-Ouest, est conscient des difficultés qu'engendrerait une diffusion plus massive quant au marketing et à la logistique, au-delà du problème de capacité des ateliers de production. Cette filière, pour se développer, suppose, nous l'avons vu, le travail en atelier, proche des champs de production et regroupant paysans et paysannes autour de 3 lieux techniques essentiels que sont le moulin, la presse et le plan de cuisson. Sur le terrain, les techniciens de Gadru, chargés de l'entretien, des réparations ou de nouvelles installations, parcourent le pays de cassaverie en cassaverie. Leurs conseils, leurs renseignements sur le tas ont pour but d'améliorer les connaissances des producteurs dans leur utilisation des moulins et des presses, souvent fabriqués par l'atelier Don de Dieu, dans le plateau central, région de grande production de cassaves. Ces outils sont conçus avec l'aide d'une ONG belge, Codéar, partenaire du Nord dans ce projet, et dont la philosophie est d'aider au développement d'activités qui permettront aux paysans de vivre décemment de leur travail. Elle s'est donnée pour but d'aider à équiper les ateliers d'outils mécaniques fabriqués localement et à permettre leur entretien et leur réparation. Sur le terrain, Codéar privilégie l'esprit de proximité avec les paysans afin de coller au plus près de leurs besoins techniques. Les occasions d'agir de concert avec des ateliers métallurgiques de fabrication d'outils ne sont pas légion, mais elles surgissent toujours d'un besoin qui s'affirme de plus en plus, comme ici dans le Nord, cet atelier dirigé par un jeune mécanicien dynamique et, nous dit-on, très demandeur de collaboration. Dans Jérusalem, donc, nous faisons ça qui vient à voir avec ferronnerie, soudure, fer, mais tout, nous faisons ça qui vient à voir avec ajustement. Parce que nous-mêmes, c'est techniciens ajusteurs. Donc, nous utilisons mécanique ajustage. Dans Jérusalem, nous faisons moulin manioc, moulin maïs, moulin cacao, moulin pistache. Nous faisons pot d'eau, bien pot de canal, c'est-à-dire surtout pour les agronomes, gens qui a fait élevage, irrigation. Et nous faisons chariot, charrette. Ici, on visse. Pour me capable faire ça, moi obligé d'entrer cap haïtien. Alors dans l'école que me dépassé, Fondation Vincent. Pour moi, alors le fait que j'étais un ancien étudiant, ensuite c'était lauréat de la promotion, lauréat pour le Grand Nord, pour moi 903. Donc moi j'ai habilité pour m'aller à l'école là, à faire travail que me tuer que me bali frais. OK, c'est moi qui paye ça, moi même monter machine là pour mal faire vis ça pour ça par exemple vis ça donc li en confection là pour finir. Ici c'est un grage manioc, un réglage. Pour après là pour permettre à ce que il pas retourner en l'air pour le passer le tol là ou bien tomber dans jeu et opérateur quelconque. Maintenant, dès qu'on fait de façon manuelle, c'est avec un petit grage et puis des fois des fois que mon est blessé sans tomber dans manioc là ou pas connaître si mon c'est pas infecté, c'est pas monde qui est malade quelconque. L'avenir étant d'investir dans les moyens modernes appropriés au climat tropical, une première cassaverie à moulin électrique alimentée par des panneaux solaires est en fonctionnement à Aquin, dans le sud. Gageons qu'elle servira d'exemple et de modèle. Ensemble de pratiques agricoles durables, intrants locaux naturels issus de la biodiversité locale, fertilisation des sols, diversité des espèces végétales, optimisation de la ressource eau, rotation de polyculture intégrant l'élevage, mouvement social, circuit court,
Au terme de notre reportage, nous dirons qu'avec l'agroécologie et la filière manioc, les paysans haïtiens auront en main les outils pour mieux faire face aux contraintes de la transition nécessaire, tout en préservant autant que faire se peut leur écosystème en partie reconstitué. Vaste défi. Savoirs nouveaux et savoirs locaux doivent être associés pour assurer la venue d'une agriculture durable et capable de nourrir le peuple haïtien. Encore faudra-t-il que ces nouveaux savoir-faire soient suffisamment vite répandus par un nouveau et massif faire savoir. Autre défi à relever. Dans notre périple, nous avons croisé chez ces paysans, parmi les plus maltraités du monde, des visages qui forcent le respect, un accueil sans faille, de la complicité, de la noblesse toujours. Soyons solidaires.